dans la société devient complètement désorganisée, incapable de pouvoir. Comment ça se passe? Le viol en public avec torture, on a vu par exemple dans des villages où les religieux sont violés, les pasteurs sont violés, les chefs de village sont violés. En fait, ce sont des symboles dans le village, ce sont des personnes qui sont respectées, ce sont des personnes qui amènent à une certaine cohésion sociale. Mais lorsque leurs femmes sont violées en public, lorsque eux-mêmes sont violés en public, il y a cette perte d'estime de soi qui fait que la personne qui était un homme avec responsabilité dans l'Église ou dans la communauté perd cette estime, et cette perte d'identité individuelle, lorsque ça touche plusieurs personnes dans la communauté en fait perd sa propre identité communautaire. Et lorsque à ceci s'ajoutent les enfants issus du viol, qui sont des enfants en fait qui naissent dans la communauté, mais qui n'ont pas une filiation dans la communauté, ça entraîne une perte de la cohésion sociale, où on a des enfants qu'on appelle des enfants serpents, des enfants à qui on donne des noms de génocidaires, etc. Tout ça, ça ne permet pas à une société de pouvoir fonctionner normalement. Ça entraîne une incapacité organisationnelle. En fait, ça devient beaucoup plus facile lorsqu'il n'y a plus de tissu social de pouvoir occuper cette population. À Panzi, nous avons commencé à prendre en charge ces victimes de violences sexuelles. Et cette prise en charge, c'est le modèle holistique de Panzi qu'on fait un guichet unique ou le One Stop Center. Peut-être là, je pourrais préciser qu'au début, on traitait ces victimes, on pouvait les envoyer aller faire un test de VIH dans un centre, peut-être aller voir un collègue psychologue ou infectiologue à un autre endroit. Et on s'était vite aperçu que les femmes, le fait de raconter 2 fois, 3 fois la même histoire, elles finissaient par tout simplement tout abandonner et accepter de mourir que de continuer. En fait, c'était réellement une démarche des combattants pour pouvoir faire tout le tour de ces médecins. Et donc, à Panzi, nous avons créé ce modèle holistique qui a 4 piliers. Les piliers médicaux, les piliers psychologiques, juridiques et socio-économiques. La prise en charge médicale a des objectifs de faire la prévention de grossesses non désirées après viol. On a vu qu'il y a des enfants qui naissent après viol et qui viennent tout simplement perturber toute la cohésion sociale. Et c'est très important. Dans notre expérience, on s'est aperçu que lorsqu'un enfant naît du viol, pour la femme victime du viol, ça devient une épine irritative et qu'elle ne saura pas, même si elle essaie de reconstruire sa vie, mais à chaque fois quand cet enfant, qui est complètement innocent, pose un acte, tout revient sur ces pauvres enfants qui n'ont jamais demandé de naître de cette façon. Et donc, c'est un blocage, un frein à la guérison de la mère. Donc, l'idéal, c'est de faire une prévention lorsque la femme a été violée, qu'on puisse éviter qu'elle soit enceinte. Le deuxième objectif, c'est prévenir les infections sexuellement transmissibles et le VIH. On en a déjà parlé. Et le troisième objectif, c'est réparer les lésions traumatiques superficielles ou profondes lorsqu'on a ces lésions. Et sur le plan donc, de ces objectifs, les indications, c'est avant 112 heures, les viols par un partenaire non intime. Nous disposons des kits de prévention post-exposition qui permettent à ce que ces kits sont positionnés dans des centres de santé. Et nous avons, avec la nouvelle technologie, la possibilité de savoir exactement où se passe le viol. S'il n'y a pas suffisamment de kits, de pouvoir mobiliser tous les kits qui sont autour du lieu pour qu'il puisse arriver là, puisqu'il faut agir en 72 heures. Après 72 heures, nous faisons tout simplement le traitement des infections et le traitement chirurgical lorsqu'il
il y a des lésions. Nos axes d'intervention, c'est d'abord la santé de la reproduction. Nous faisons tout pour que ces modèles, ça ne soit pas un modèle des femmes victimes de violences sexuelles, mais que ça soit plutôt intégré dans la santé de la reproduction, qui répond donc les activités de la santé de la reproduction classique. Mais dans cette santé de la reproduction, nous intégrons non seulement le paquet de violences sexuelles, la chirurgie, mais également nous formons les médecins qui accueillent ces victimes de pouvoir rédiger les certificats médicaux légaux, puisque même si ces femmes ne se plaignent pas, et quand elles viennent pour la première fois, elles viennent pour le problème de santé. Mais les problèmes de la justice viennent trop tard. Et ça dépend de chaque femme, mais souvent, c'est après plusieurs mois ou plusieurs années. Et donc, si vous n'avez pas conservé les preuves, malheureusement, à ces moments-là, ça devient très, très difficile de pouvoir l'accompagner devant les cours et tribunaux. Nous avons une clinique mobile qui est composée de médecins, de psychologues, des juristes qui se déplacent lorsqu'il y a appel et qu'il y a un viol dans un village, pour que ce soit plutôt l'équipe qui se déplace et qui s'approche de là où s'est passée la crise. Donc, la prise en charge chirurgicale, il y a d'abord le viol d'enfants. Nous avons pu publier une classification, puisque nous nous étions rendus compte que les enfants qui arrivaient dans notre clinique après viol, surtout les enfants de moins de 5 ans, ils avaient des lésions spécifiques aux enfants, et qu'il était très important de pouvoir les prendre en charge de façon spécifique et avoir des protocoles spécifiques aux enfants. Et donc, les types 1, c'est lorsque tout simplement on a des lésions superficielles, cutanéo-muqueuses, à type d'échymose ou d'abrasion, sans atteinte musculo-sphinctérienne. Et là, souvent, en fait, on donne tout simplement un kit de prévention contre les infections et contre le VIH, et souvent, les enfants peuvent retourner à la maison. Le type 2, c'est lorsqu'il y a une déchirure musculo-muqueuse unilatérale ou bilatérale, comme on peut le voir ici, mais ce sont des déchirures qui atteignent tout simplement la peau et le muscle, mais les sphincters sont intacts. Le type 3, c'est lorsque, en fait, là, on a une atteinte du sphincter anal qui est complètement détruit. Et le type 4, il n'y a pas seulement que le sphincter anal qui est détruit, mais également il y a une destruction de tous les mécanismes de contention urinaire qui est également détruit. Le type 5, c'est lorsque le cul-de-sac de Douglas est déchiré et que, en fait, les éléments de la cavité péritonéale vont sortir par le vagin, comme on le voit là. Ça, c'est le type 5. Donc, après avoir publié cette classification des lésions chez des filles de moins de 5 ans, nous avons fait des protocoles de traitement, et ces protocoles de traitement ont été également publiés. Et de ces protocoles, nous avons pris donc les 5 types, et du type 1 jusqu'au type 3, lorsqu'il n'y a pas une atteinte des sphincters, normalement, on fait retourner les enfants à la maison. On peut observer au type 2 l'enfant en hospitalisation de courte durée pour rassurer les parents, puisque quand même les lésions sont spectaculaires, mais sur le plan chirurgical, c'est toujours très mauvais de se précipiter à
à commencer à suturer ces lésions, puisqu'à ce moment-là, on va y revenir plusieurs fois et ce n'est pas une bonne chose. Les types 3, là, il y a déjà donc le sphincter est détruit, le sphincter anal, et lorsque le sphincter anal est détruit, on hospitalise, mais on soigne également, on opère le sphincter une fois que le périnée est nettoyé. Le type 4, on fait le même traitement que le type 3, mais ici, il faut remettre donc, le mécanisme de clôture en place. Et lorsqu'on a le type 5, c'est-à-dire qu'il y a eu effraction de la cavité péritonéale, on conseille toujours, nous faisons systématiquement une laparoscopie pour s'assurer de l'état donc, de la cavité péritonéale. Avec l'algorithme donc, de cette stratégie opératoire, selon la classification que nous avons proposée dans ce travail, nous avions observé que 91% de bons résultats sur le plan fonctionnel et bien sûr sur le plan cosmétique chez ces enfants. Cette étude avait porté sur, en 2004, donc de janvier 2004 à décembre 2014, et avait porté sur 3457 mineurs qui ont été victimes de viol, traités à notre hôpital. Et parmi eux, 9 enfants étaient de sexe masculin et 205 enfants avaient moins de 5 ans. Tous les enfants de moins de 5 ans étaient de sexe féminin. Et pour 21 fillettes, elles ont pu subir des interventions chirurgicales pour incontinence. La prise en charge chirurgicale de viol chez les femmes adultes, on est dans une région, comme j'avais dit, où il y a beaucoup de cas de fistules, et toutes les fistules, on avait tendance à plutôt accuser le viol. Mais en réalité, on voulait savoir quelle était la part du viol dans le fistule vésico-vaginal chez la femme. Et donc cette étude avait porté sur l'ensemble des fistules qui étaient opérées à Panzi pendant cette période et pour savoir quelle était la part du viol dans les fistules. En fait, lorsqu'on parle des fistules dues au viol, dans notre observation, nous avons observé que ces fistules sont souvent des types traumatiques. Ce sont des fistules qui vont donner une communication entre la vessie et l'utérus, entre les urétères et le vagin, entre l'urètre et le vagin, la vessie et le vagin, le rectum et le vagin, ou la partie haute du rectum et la partie haute du vagin. Et parfois, en fait, on a des fistules génito-digestives qui sont basses, mais qui sont au-dessus du cul-de-sac de Douglas. Et en fait, ces fistules, telles qu'on les voit là, ce sont des fistules qui sont dues souvent à l'introduction dans l'appareil génital de la femme des objets, et ces objets vont pénétrer et faire des communications entre les organes, entre les différents organes du pelvis, et qui va se traduire par les pertes des urines ou les pertes de matière fécale, ou les deux à la fois. Et donc, dans cette étude, qui était une étude rétrospective sur 604 patientes avec fistule urogénitale et digestive basse entre 2005 et 2006, on s'est aperçu que des fistules qui étaient la cause directe était le viol, représentait 4%. Et ce qui est vrai, c'est que les fistules urogénitales et digestives basses et post-viol sont rares, donc en les comparant bien sûr aux fistules obstétricales traumatiques. Mais cependant, ça c'est une étiologie particulière qui nécessite une classification de prise en charge appropriée pour permettre à ce que les traitements soient également appropriés. On a observé que lorsque en fait, la classification n'était pas bien faite, souvent on se retrouvait avec des lésions
des types péritonites alors que ça pouvait être évité. Voilà. Donc ici, je montre des lésions du cul-de-sac de Douglas. Et ici, après une pénétration vaginale par un objet contondant, on peut très bien voir ici, on a le col utérin. Donc, l'outil utilisé est passé par le cul-de-sac de Douglas. Et lorsque on fait la laparoscopie, heureusement ici, qu'il n'y a pas une pénétration dans la cavité abdominale. Et donc, on a dû tout simplement soigner cette patiente sans pouvoir faire une large chirurgie. Chez les adultes, lorsqu'il y a des perforations qui sont hautes, qui sont au-dessus des cul-de-sac de Douglas, malheureusement, ces types de perforations sont très très difficiles à pouvoir traiter par voie basse, puisque lorsqu'on essaie de les atteindre par voie vaginale, c'est très difficile de pouvoir pénétrer, mais aussi par voie haute, on a des difficultés également à arriver dans la lame vaginale lorsqu'il y a des fistules recto-vaginales hautes. Heureusement, il y a quelques années, nous avons introduit la laparoscopie dans notre prise en charge chirurgicale pour ces fistules recto-vaginales hautes. Et ici, lorsque on va faire donc ce traitement de ces fistules hautes, il faut mobiliser le rectum complètement. Lorsque vous avez mobilisé le rectum, vous allez jusqu'au niveau du sphincter interne, donc de l'anus. Vous allez avoir 3 cas qui vont se présenter. Donc, en préopératoire, on peut tomber sur un rectum qui est complètement sain et on a tout simplement 2 lésions, donc une lésion utérine et une lésion au niveau du rectum. Et ici, par voie laparoscopique, on peut juste faire des sutures sur les 2 lésions et souvent les traitements peuvent s'arrêter à ces niveaux. Mais lorsqu'on a des lacérations importantes du rectum, mais on garde 2 cm sur le rectum, 2 cm du rectum sain, on peut proposer une résection rectale avec une anastomose colorectale, comme on le voit ici. Comme on le voit ici. Et ça permet en fait de garder ce malade quelques jours à l'hôpital, alors qu'avant on était toujours obligé de faire des colostomies avant et après, alors que par voie laparoscopique, ici nous ne faisons pas de colostomie, donc les patients peuvent retourner assez rapidement dans leur village. Et le 3e stade, c'est lorsque la lacération va jusqu'au niveau donc du sphincter, et souvent il ne reste plus que le sphincter anal qui est intact. Ici, après cette mobilisation, nous faisons donc la technique de pull-through qui consiste à faire un abaissement du côlon. Et chez les jeunes filles, nous avons des résultats qui sont très encourageants puisqu'ils ont un sphincter qui est puissant et donc ça ne pose pas de problème. Sur ces traitements, en fait, nous avons traité 10 patientes qui avaient des fistules qui étaient larges et hautes. 2 avaient une fibrose importante qui n'était pas accessible par voie haute. Et nous avons observé qu'il n'y avait pas de morbidité. On n'a pas fait ni d'iléostomie, ni de colostomie. Et sur les 10 patients traités, 9 étaient sortis guéris de l'hôpital. Et lorsque nous avons fait le score de Cleveland, de l'incontinence, en fait, toutes ces patientes qui avaient 20 sur 20 avant l'opération, une seule s'était retrouvée, donc c'était un échec total puisque le moignon donc, de pull-through
était remonté et comme il n'y avait pas donc de paroi recto-vaginale, la fistule elle s'est refistulisée. Et l'autre qui était à 6 sur 20, celle-là, malheureusement, pour elle, elle était restée quand même incontinente après la chirurgie. Le deuxième point, donc le deuxième pilier de notre prise en charge, c'est la prise en charge psychologique. Et en fait, cette prise en charge psychologique que nous faisons à l'hôpital des Panzi, nous utilisons plusieurs thérapies pour prendre en charge les victimes de violences sexuelles. Il y a des thérapies de soutien qui sont brèves. Nous avons des thérapies d'exposition narrative. Nous faisons également une médiation familiale pour permettre à ce que les victimes puissent retrouver leur famille, car souvent elles sont rejetées. Et nous avons aussi des thérapies des processus cognitifs qui sont un peu plus longs. Pour les patientes qui restent beaucoup plus longtemps à cause de la prise en charge, surtout lorsqu'ils doivent avoir des colostomies où ils ont d'autres pathologies associées, aujourd'hui nous faisons l'art-thérapie, la musicothérapie, nous associons la thérapie comportementale cognitive pour de longues périodes. Pour les enfants, nous utilisons les jeux et les dessins. Les études sont en cours. J'espère que prochainement, on va publier les résultats. Et puis, il y a la prise en charge psychiatrique, puisqu'il arrive que ces femmes sont dans des conditions où la prise en charge psychologique ne suffit pas et nous faisons recours à la chimiothérapie. Notre prise en charge sur le plan psychologique permet aux victimes, en fait, d'être réinsérées dans la société ou commencer le processus de réinsertion dans la société. Et nous avons pu faire des études pour chercher les évidences dans le programme que nous menons de soutenir les femmes. Ces appuis socio-économiques que nous faisons consistent à la scolarisation des enfants. Lorsqu'ils sont mineurs, normalement, nous les aidons à retourner à l'école, nous les soutenons à payer leurs frais, etc. Nous avons, pour les femmes qui sont plus âgées et qui ne peuvent pas retourner à l'école, on leur donne un nouveau profil professionnel. Celles qui ne savent pas lire, normalement, nous les mettons dans le programme d'alphabétisation, puisque toutes les autres activités qu'elles peuvent mener nécessitent au moins qu'elles savent lire et compter. Aujourd'hui, nous organisons des mutuelles de solidarité qui sont en fait des associations où nous mettons 25 femmes ensemble qui peuvent travailler ensemble, qui peuvent se soutenir mutuellement, mais également elles mettent les ressources ensemble pour faire des projets ensemble. C'est une façon de reconstruire ce tissu social qui a été détruit. Les femmes n'ont plus confiance à la société tout simplement, et la façon de leur permettre non seulement d'avoir une activité, mais également à pouvoir compter sur les autres. Nous avons ces mutuelles de solidarité ou alors des associations villageoises d'épargne et de crédit. Nous avons plusieurs activités génératrices de revenus dans l'agriculture, l'élevage, le petit commerce, etc. Ici, on voit des femmes dans leurs différentes activités telles qu'elles sont mentionnées de ce côté. Ici, ce sont des femmes qui sont dans une réunion de leur mutuelle de solidarité. Et pendant ces réunions, les femmes prennent beaucoup de décisions pour orienter leurs économies, pour faire des prêts dans l'organisation et faire de projections pour leur vie. Dans le domaine de l'éducation, j'avais dit que les enfants que nous prenons en charge, ces enfants, nous essayons
de les remettre dans les structures scolaires, qui sont des structures scolaires de récupération. Ce sont des enfants qui n'ont pas une éducation normale. Et là, par exemple, ces enfants qui sont des esclaves dans les mines d'or, ils sont en train de travailler dans les mines d'or, utilisées par les adultes. Nous les prenons, nous les scolarisons, et souvent avec le droit à un repas par jour qui est la Fondation Panzi peut donner à ces enfants, nous observons que ce sont des enfants qui, normalement, après ils ont une scolarité normale, ils ont de très très bons résultats. Et donc c'est une responsabilité que nous sentons de la communauté, puisque ces enfants, en fait, en leur donnant un repas, des riz et des haricots qui ne coûtent pas grand-chose, on arrive quand même à les maintenir à l'école, et ils font de très très bons résultats. Et je dois dire que même pendant les vacances, ils veulent plutôt passer leurs vacances à jouer à l'école, puisqu'au moins ils ont la garantie d'avoir leur plat de riz et haricots. Dans notre programme, nous faisons également un programme de toit pour les survivantes. Et ici, c'est vraiment pour redonner cette dignité aux victimes de violences sexuelles qui sont souvent rejetées par la communauté, rejetées par leurs familles, et qui vivent parfois dans des conditions qui sont tout simplement inhumaines. Et nous avons un programme qui consiste à leur construire une maison avec qui a au moins une douche, une toilette, une cuisine, où ils peuvent vivre en toute dignité. Le quatrième pilier que nous faisons, c'est l'assistance juridique et judiciaire. Dans cette pilier, nous faisons l'éducation aux droits, puisque tout simplement, beaucoup de ces femmes, ne connaissant pas leurs droits, lorsque cela arrive, elles ont plutôt le sentiment que c'est comme ça que les femmes sont traitées, et que bon, il n'y a rien à faire, alors que nous avons une constitution qui vraiment protège les femmes, mais malheureusement, lorsqu'elles ne savent pas, elles n'utilisent pas les voies légales, les moyens légaux qu'ils ont pour défendre leurs droits. Nous sensibilisons sur le droit de la femme et de la masculinité positive, puisque nous croyons que les femmes se sont battues pendant les 100 ans passés. Il faut absolument qu'il y ait ces combats qui est nécessaire que les hommes puissent se joindre. Nous faisons l'éducation des leaders locaux communautaires et du personnel judiciaire. Et ici, je crois que ce n'est pas peut-être un problème spécifique au Congo. Une femme qui doit aller devant la police ou la police judiciaire, elle a plein d'interrogations, puisque souvent l'accueil n'est pas à l'ordre du jour. Et donc les femmes se disent pourquoi je vais y aller pour être humiliée une seconde fois. Et normalement, dans nos programmes, nous faisons donc la formation de police judiciaire, nous faisons la formation des juges, et je crois que nous avons commencé déjà à récolter des résultats où ces personnes, lorsque ils se rendent compte le viol c'est quoi, tout homme, tout humain doit compatir avec ces victimes de violences sexuelles. Nous implémentons des cliniques juridiques locales pour permettre à ce qu'il y ait une justice de proximité, et nous organisons des chambres foraines. C'est vrai que les juristes, le président de l'université est là. Ces chambres foraines, aujourd'hui, nous essayons de les organiser pour pousser l'autorité à faire son travail, mais ça ne devrait pas être à nous de pouvoir organiser ces chambres foraines. Mais comment on peut parler aux femmes de dénoncer si, après avoir dénoncé, elles ne peuvent pas aller en justice? Et donc aujourd'hui, nous nous battons pour que ces chambres foraines, plutôt, nous puissions avoir la justice transitionnelle en République démocratique du Congo qui peut remplacer ces chambres foraines que nous utilisons aujourd'hui.
nous donnons à ces femmes des consultations gratuites, des conseils et des orientations. C'est à elles de choisir si elles vont aller en justice ou pas. Tout ce que nous le faisons à la carte. Et ce sont des femmes qui choisissent ce qu'elles veulent prendre. En plus de ça, nous faisons un plaidoyer sur le plan national et sur le plan international pour que la paix revienne dans cette région où les femmes sont martyrisées tout simplement puisque nous avons besoin d'un téléphone dans nos poches. Nous luttons pour qu'il y ait une justice transitionnelle puisqu'on ne peut pas continuer à parler de 5 millions de morts, plus de 5 millions de déplacés internes et des centaines de milliers de femmes violées sans que la justice internationale, à défaut de la justice nationale, puisse se saisir de cette situation. Et en 2019, nous avons pu créer le Global Survivor Fund, qui est un fonds de réparation avec le soutien de la France, de l'Angleterre, du Japon et de la Corée du Sud. Et ce fonds permet en fait aux victimes de violences sexuelles d'avoir des réparations, mais l'objectif du fonds, c'est beaucoup plus sensibiliser les États de prendre la responsabilité lorsque les États n'ont pas protégé ou les États parfois, comme on le voit aujourd'hui dans certains pays, en Tigré par exemple, où les armées nationales participent au viol des femmes. Et donc le rôle, c'est pouvoir sensibiliser les États pour qu'ils prennent leurs responsabilités par rapport au viol et que en fait les femmes puissent être dans cette situation où l'État s'occupe de cette situation. L'assistance judiciaire que nous faisons pour les victimes auprès des cours et tribunaux, nous le faisons durant toute la procédure judiciaire. Donc, lorsque la femme les désire, nous la prenons en charge. Nous avons des avocats qui les accompagnent et les prennent en charge jusqu'à la demande des réparations. Nous payons également les frais donc, de justice et les honoraires des avocats. Et là, je voulais, sur le pilier judiciaire, je voulais terminer ces piliers par ce cas de Kavumu que nous avions publié. En fait, c'était dans un village où un groupe armé violait les enfants de moins de 5 ans. Et pratiquement chaque semaine, on soignait 3, 4, 5 enfants. Et c'était très traumatisant pour d'abord l'ensemble du village, mais c'était aussi traumatisant pour nous les soignants. Parce que bon, mais quand un enfant est violé et que vous avez les tripes à l'extérieur d'un enfant, ben, on a utilisé tous les moyens. Mais la personne qui dirigeait ce groupe armé, il était de surcroît un député. Et donc, nous, on opposait le fait qu'il a une immunité parlementaire et que les tribunaux ne pouvaient pas donc enlever cette immunité pour le poursuivre. Heureusement, dans l'éducation que nous faisons appel à des juristes internationaux parfois pour former les magistrats militaires, surtout. Les magistrats militaires ont montré qu'ils avaient la capacité de poursuivre ces crimes contre ces enfants en les qualifiant tout simplement de crimes contre l'humanité. Et à ce titre, donc cette immunité n'était plus une barrière. Et en fait, ces député a été condamné et aujourd'hui, il purge sa peine. Et les jours où il a été arrêté, alors que ça faisait 5 ans qu'on faisait le plaidoyer pour que ces messieurs soient arrêtés, un chef de la milice, 5 ans, il y avait toujours des cas, mais les jours où il a été arrêté, le lendemain, il n'y avait plus de viols d'enfants dans ces villages. Ici, c'est pour montrer que la justice a un rôle très très important et parfois peut-être
lorsqu'on est dans des pays comme le vôtre, où vous avez la justice, vous ne vous rendez pas compte à quel point l'état des droits est très important pour protéger les droits des citoyens et que personne n'est au-dessus, ne devrait être au-dessus de la loi. Et enfin, là je termine en montrant quelques images de plaidoyer que nous faisons avec les victimes de violences sexuelles pour amener la communauté à un changement de mentalité. Pour terminer, les patients entrent chez nous comme victimes et nous faisons cette prise en charge holistique qui est la prise en charge médicale, psychosociale, socio-économique et juridique. Et lorsqu'elles sortent donc de cette prise en charge, elles ne sont plus victimes, ce sont des survivantes qui sont prêtes à se battre pour leurs droits, les droits de leurs enfants, et donc transformer leur peine en force, en transformant tout simplement leur communauté. Je vous remercie.